Bonsoir, bienvenue dans Au cœur de l'enquête. En France, il y a un incendie domestique toutes les 2 minutes. Ils font plus de 10 000 victimes chaque année et causent la mort de près de 800 personnes. Mais ces feux sont-ils accidentels? S'agit-il d'affaires criminelles? Ce soir, nous vous proposons un document exceptionnel. Vous allez découvrir une enquête complète sur l'un de ces incendies. Comment fait la police quand il ne reste que des cendres? Quelles sont les traces d'un crime? Nos équipes ont pu passer plusieurs semaines avec la brigade de sûreté de Sens, une brigade qui est également confrontée à une nouvelle délinquance qui serait directement importée de la capitale. Un film au cœur de l'enquête, signé Julie Algre, chez TV Presse pour D8. En apparence, elle est calme, tranquille. Elle ressemble à la plupart des communes de province. Mais c'est en train de changer. Car la ville de Sens est située dans l'Yonne, à seulement 1h30 de Paris. Et si jusqu'à présent, les 25 000 habitants étaient épargnés par les criminalités qui touchaient les grandes villes, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La délinquance se propage jusqu'ici. Émeutes dans les cités, braquages, cambriolages, les policiers de Sens sont sur le qui-vive. 3 effectifs plus l'équipage GLAD, on se rend sur la commune de pour perquisition. Face à eux, le plus souvent, des délinquants à peine majeurs et déjà multirécidivistes. Cambriolage, violence, usage de stupes, incendie volontaire. Des individus qui parfois n'hésitent pas à tenir tête aux policiers. Moi je suis pas coupable aux yeux de la justice à cette ancienne. Je vous le dis, moi je suis un humain, j'ai droit à mes droits. Et qui ne reculent devant rien pour s'emparer de quelques centaines d'euros. Depuis j'ai été touché à plusieurs reprises sur la jambe et le bras. Il m'a dit la caisse, vite, et il m'a tendu le couteau. Mais il y a un phénomène bien plus préoccupant. Un phénomène qui ne cesse de se développer et qui mobilise souvent les policiers. Les incendies volontaires. À Sens, il y en a un tous les 3 jours. La ville brûle et les policiers tentent d'éteindre le feu. Pendant 2 mois, nous avons suivi jour et nuit le travail des 18 enquêteurs de la brigade de sûreté urbaine. Leur objectif, redonner à Sens son calme et sa tranquillité. C'est un phénomène qui chaque année frappe la France. Souvent à la même période et qui fait la une des journaux. Les incendies volontaires. Tous les ans, pendant les fêtes de fin d'année, des voitures sont incendiées. La ville de Sens ne fait pas exception à la règle. Véhicules, péniches, écoles, appartements. Rien qu'en 2013 ici, il y a eu plus de 120 incendies. Soit un tous les 3 jours. Dans le département, leur nombre a augmenté de 10% en seulement 1 an. Cette nuit encore, un nouvel incendie s'est déclaré. À 6 h du matin, cet immeuble de 3 étages, situé en plein centre-ville, a pris feu. À l'intérieur, il y avait 6 locataires. Les pompiers ont pu les évacuer, ils sont sains et saufs. Mais on est passé très près du drame. La commissaire de la ville et le vice-procureur en ont bien conscience. Cette affaire va devenir une de leurs priorités. Ils ont déjà remarqué qu'une personne manque à l'appel. À l'arrivée des pompiers, la locataire de l'appartement incendié était absente. Il semblerait qu'elle n'ait pas dormi ici cette nuit. Alors, comment le feu a-t-il démarré? S'agit-il d'un accident ou d'un incendie volontaire? Qui avait intérêt à mettre le feu à cet immeuble? Ces questions, c'est aux policiers du commissariat de Sens d'y répondre. Il est 8 h et c'est le branle-bas de combat dans les bureaux de la BSU, la brigade de sûreté urbaine. Ok, très bien. Elle est composée de 18 policiers qui sont spécialisés dans les enquêtes longues et compliquées. Parmi eux, il y a Nathalie, presque 20 ans dans le métier. Quand il y a un incendie, c'est souvent à elle qu'on fait appel. C'est bon, je suis prête. Bon, allez. Systématiquement, Nathalie se rend sur les lieux du sinistre. Elle doit agir au plus vite car le temps est compté. Les premières constatations doivent se faire dans les 12 heures qui suivent l'incendie. C'est une étape cruciale dans ce genre d'affaires. Nathalie sait qu'au milieu des cendres, elle peut récupérer de précieux indices. Des indices qui pourront prouver que cet incendie est volontaire. Bonjour, ça va?
Car Nathalie va très vite avoir la certitude que quelqu'un a mis intentionnellement le feu à l'appartement. En effet, la nuit du sinistre, des policiers sont intervenus dans l'immeuble pour une dispute. C'était 2 heures avant le début de l'incendie. Bonjour. Ah oui, on s'est déjà vu. Comment vous allez? Ça va, très bien. Mais pour valider sa théorie, Nathalie a besoin de preuves. A priori, dans ce dédale de ruines, impossible de découvrir le moindre indice. Mais vous allez voir que quand on a de l'expérience, une mine d'informations peut sortir de ses cendres. C'est trop vieux. Et pour cela, Nathalie compte sur cet homme, Thierry Bouilleveau, un expert en matière d'incendie. On va travailler par zone. C'est le procureur de la République qui a fait appel à lui. Son objectif, identifier le ou les foyers de l'incendie. Il y a eu plusieurs départs de feu ou pas? Bah pour l'instant, je ne peux pas déterminer encore. Il faut enlever tout ça. Il faut enlever tout. L'expert va examiner les moindres recoins de l'appartement ravagé. Les sols, mais aussi les murs de l'appartement. C'est généralement en les observant qu'il parvient à déterminer d'où est parti l'incendie. Là, il y a de la suie encore là. La suie, c'est cette matière noire qui est déposée par la fumée. Le problème, c'est qu'il y en a sur ce mur, mais pas sur celui d'à côté. Ce qui fait dire à l'expert qu'à cet endroit, la chaleur était tellement forte qu'elle a brûlé la suie. Elle a donc disparu. Il y a donc forcément eu un départ d'incendie dans cette zone. L'expert vient de découvrir un premier foyer dans ce qui était il y a encore quelques heures, le salon de ce 2 pièces de 50 mètres carrés. Voilà, c'est bon. On peut rattaquer là. Mais tous les foyers d'incendie ne sont pas visibles au premier coup d'œil. Il faut parfois aller fouiller sous les décombres. Il faut donc retirer tout ce qui encombre l'appartement. Pour cela, les pompiers ne vont pas s'embarrasser, ils vont jeter directement les gravats par-dessus bord. En faisant place nette, ils découvrent des vêtements à l'odeur suspecte. Alors, qu'est-ce qui a été découvert et où? Et regarde, ça dégouline, on ne sait pas si c'est de l'eau ou de l'alcool. Bah, il y a de tout quoi. Non, alors, viens de ce côté-là, il y en a un autre par terre. Ils ont trouvé du linge imbibé, alors apparemment d'un accélérateur. On ne sait pas exactement, mais ce serait un combustible en tout état de cause. Alors, ensuite, tu as trouvé ça là, dans ce coin-là. La zone où le linge a été retrouvé correspondrait à l'origine à la chambre. Il pourrait s'agir d'un deuxième foyer d'incendie. Il y aurait eu donc 2 départs de feu situés dans 2 zones différentes de l'appartement. Pour l'expert, la piste criminelle se dessine peu à peu, d'autant plus qu'il vient de découvrir un nouveau foyer. Et 3, on va faire cuisine aussi. Il y aurait donc eu 3 départs d'incendie. Le premier dans le salon, le deuxième dans la chambre et le troisième dans la cuisine. La thèse de l'incendie accidentel est donc peu probable, car il est quasi impossible qu'un feu se déclare en même temps à 3 endroits différents. L'incendie serait donc volontaire, mais pour confirmer sa théorie, l'expert doit pousser plus loin ses investigations. Premier élément réalisé dans le salon. Cette opération va durer jusque tard dans la nuit. Dans chaque secteur, l'expert va maintenant récupérer des gravats, des matériaux ou des vêtements. En clair, tout ce qui pourrait contenir des produits inflammables et qui aurait pu servir à déclencher ou à accélérer l'incendie. Tu sens? Oh la vache, il est bon, celui-là. Tu sens là hein? Oh la vache. Ça te pique la gorge. C'est une odeur qui pique le nez, donc ça peut être un accélérant ou un produit. La présence de produits inflammables sur les lieux de l'incendie pourrait valider définitivement la piste criminelle. Mais il est encore trop tôt pour le dire. Avant, Nathalie doit envoyer les prélèvements réalisés à un laboratoire dont la seule et unique spécialité est d'étudier les incendies. Quelques jours plus tard, près de Dijon, à 250 km de Sens. En apparence, cet immeuble est banal, mais derrière ses fenêtres se cache un des plus gros laboratoires spécialisés en incendie. Il est déjà intervenu sur des sinistres qui ont défrayé la chronique. Celui du tunnel du Mont Blanc en 1999, qui a fait 39 morts,
ou encore celui de l'hôtel Opéra à Paris en 2005. C'est une référence en la matière. Avec ses machines dernier cri, il est capable de faire parler les incendies. C'est Corinne qui va se charger des analyses. Dans ses sacs, les prélèvements réalisés dans l'appartement incendié. Il y en a un pour chaque départ de feu. Le premier correspond au gravat récupéré dans le salon. Le deuxième à ceux prélevés dans la chambre. Et le troisième aux résidus trouvés dans la cuisine. Elle va les placer dans 3 flacons différents. Son objectif ? Trouver quel produit a été utilisé pour mettre le feu à l'appartement. Pour cela, elle va réaliser une batterie de tests. Il faudra attendre près de 2 heures pour obtenir les premiers résultats. Ils s'avèrent décevants. Là, il n'y a aucun accélérant. Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de white. Enfin, il n'y a pas de liquide inflammable dans ces échantillons. En revanche, la dernière analyse va se révéler payante. Dans le 1 et le 3, on trouve des paraffines. La paraffine, c'est l'un des principaux composants des bougies. Corinne vient d'en retrouver dans 2 des 3 foyers de l'incendie. Ce seraient donc des bougies qui auraient déclenché le feu dans le salon, mais également dans la cuisine. Elle va maintenant transmettre ses résultats à Frédéric Lavoué, le directeur du laboratoire. Merci. Et donc, ça donne ? Il n'y a rien dedans, sauf dans le 1 et le 3, il y a des paraffines. T'as téléphoné à l'expert, non ? À Thierry ? Non, pas encore. Bon, moi, je m'en occupe alors. Frédéric va maintenant transmettre ces informations à l'expert incendie. C'est le seul habilité à dire si le feu est d'origine volontaire. Ouais, Thierry ? Oui. Ouais, c'est Fred à l'appareil. Ah, salut Fred, ça va ? Ouais. Dis voir, on a terminé ton résultat, tes analyses, là. Ah. On a des paraffines dans l'échantillon numéro 1. D'accord. Et le 3, essentiellement. Ah, d'accord. Ces résultats n'étonnent pas l'expert. Alors, je peux expliquer éventuellement cet état, c'est du fait que on a retrouvé pas mal de bougies, tu sais, genre chauffe-plat au sol. Ouais. Donc je les ai photographiées, hein. Notamment de la zone numéro 1. À la zone numéro 1, il y a plein de paraffines, donc ça correspond. Il y a des grosses cavités au sol, ouais. Des trous dans le plancher, et je pense qu'il y avait un canapé. D'accord, et le 3, il y en a plein aussi. Alors le 3, je sais pas où tu l'as fait. Le 3, c'est dans la chambre à coucher, vers un lit. Eh ben, il y a plein de paraffines dans le 3 aussi. Bah voilà, d'accord. Bon. Et alors l'incendie, pour toi, c'est un incendie d'origine humaine ? Ah ouais, pour moi, c'est humain, volontaire, voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup, bon courage. Salut Thierry. À bientôt, au revoir. Pour l'expert, les résultats confirment sa théorie. L'incendie est bien volontaire. Alors, qui pouvait être visé ? Qui avait intérêt à mettre le feu à cet appartement ? Est-ce l'œuvre d'un homme ou d'une femme ? Ces questions hantent les policiers depuis le début de l'enquête. À commencer par Stéphane, qui est maintenant en charge de cette affaire. Il vient de récupérer les enregistrements des pompiers. Il espère en apprendre plus sur ce qui s'est passé la nuit de l'incendie. Alors, le premier, un appel de 5h59 et 54 secondes. Pompier, j'écoute. Oui, bonjour, j'habite au... C'est le feu au-dessus. Dans quelle ville France. C'est quoi qui brûle un immeuble où il y a 3 logements dedans. Vous êtes monsieur Monsieur. D'accord, ok. Ben, j'envoie les pompiers, monsieur. Encore merci, on va approcher. Le premier appel n'apporte aucun indice. Peut-être que le deuxième sera plus concluant. Les pompiers ? Oui. Oh, madame, il y a le feu, c'est incendie. Au 204, c'est le voisin. Il y a le feu, il y a des flammes dans la cour, c'est énorme. Là, ça nous amène pas tellement d'éléments, ça amène pas grand-chose. Pour faire avancer son enquête, Stéphane va devoir auditionner tous les habitants de l'immeuble. Ils sont 6 au total. Pour les entendre au plus vite, 2 autres enquêteurs vont lui prêter main forte. Et il y a un témoignage qui va être très instructif. C'est celui du voisin qui habite juste en dessous de l'appartement incendié. Cette nuit-là, il a entendu une dispute entre la locataire dont le logement a pris feu et son petit ami. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? La voisine du dessus est rentrée avec une de ses copines.
Alors, bien avant 6 heures, j'ai entendu la voisine du dessus rentrer avec une copine. Alors, elle a tapé à la porte, tapé à la porte, tapé à la porte. Son copain, il est venu ouvrir. Ouais. Puis après, elle est montée, et puis ils sont, à mon avis, ils sont bien engueulés. Vous avez donc entendu des éclats de voix? Ouais. Et beaucoup de bruit de, comment dire, d'objets qui tapent, on va dire, par terre. À 4 heures du matin, c'est bien qui a tapé à sa porte. Oui. Et qui a ouvert. Puis pendant 2 heures, plus rien. Ce n'est que vers 6 heures du matin qu'il est réveillé par le petit ami de la locataire de l'appartement incendié. Il a tapé à la porte, oui, il y a le feu, il y a le feu. Et puis dès que j'ai ouvert ma porte, j'ai tourné la tête, j'ai vu qu'il y avait le feu. Et vous avez dit que c'est qui avait mis le feu ou pas? Non. Il vous a rien dit de spécial? Non, non, il m'a juste dit, il y a le feu, quoi. Vous l'avez vu dans les quand vous avez ouvert votre porte, vous l'avez vu? Oui. Il vous a redit quelque chose ou pas? Non, il m'a juste dit ça dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu qu'il y avait le feu, j'ai refermé tout de suite, j'ai dit à ma femme habille-toi, puis dès que j'ai ouvert la porte pour partir, il était plus là. Et j'ai vu la police. C'est le seul voisin que le petit ami s'est donné la peine de prévenir, car c'était un copain. Ensuite, il a disparu avant l'arrivée des pompiers. Allez, viens avec moi. Stéphane en sait désormais plus sur la soirée de l'incendie. Il cherche maintenant des informations sur le petit ami en question. Il consulte les fichiers de la police. L'homme est déjà connu de leur service. Il a déjà été entendu il y a 1 an suite à une violente dispute avec sa petite amie. Donc là, ces faits-là, à première vue, ça s'est passé. Il était avec son ami. Il l'a frappé, puis il l'a menacé avec une arme. Mais surtout, dans la longue liste des infractions commises par cette personne, une affaire fait étrangement écho à la sienne. Donc là, j'ai un incendie volontaire de bien privé. Il avait mis le feu à un véhicule avec, à première vue, une bande de copains. Ça nous donne des pistes, ça nous laisse à penser qu'il serait capable de faire ce genre de choses. C'est ce que va confirmer quelques heures plus tard la locataire de l'appartement incendié. Un voisin l'a prévenue de l'incendie. Après s'être rendue à son domicile, elle est ensuite venue directement au commissariat. Allez, vas-y, assieds-toi. Et puis tu vas me raconter un petit peu ce qui s'est passé. Si Stéphane se permet de la tutoyer, c'est parce qu'il a déjà eu affaire à elle. Quand elle était mineure, elle a eu quelques problèmes avec la justice et il l'a auditionnée à plusieurs reprises. Bon, détends-toi. Avec Stéphane, la jeune femme se sent en confiance. Elle lui balance d'entrée de jeu le nom de celui qu'elle soupçonne. C'est qui? C'est un mec, c'est lui qui a allumé. Oui, c'est lui. Non mais attendez, là c'est un truc de ouf ce qu'il a fait. Moi je suis choquée. C'est grave. La personne qu'elle accuse, c'est son petit ami. Mais selon le témoignage des voisins, la locataire était présente ce soir-là dans l'immeuble. Elle aussi aurait donc pu mettre le feu à son appartement, alors Stéphane l'interroge sur son emploi du temps, la nuit de l'incendie. T'étais où cette nuit? Chez ma soeur. À quelle heure t'y étais? T'es arrivé chez elle à quelle heure? Je sais pas, en fin d'après-midi. Dans la soirée, son petit ami aurait débarqué à l'improviste chez sa sœur. Il voulait quoi là? Il voulait effectivement pour rentrer chez moi, que je laisse dormir chez moi. D'accord. Et toi, t'as fait quoi? Moi, je leur ai dit, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de clé. D'accord. Le jeune homme décide malgré tout de passer la nuit chez elle sans son consentement. Elle sait qu'il est capable de tout et même de pénétrer par effraction dans son appartement. Elle n'est pas rassurée, elle demande à sa sœur de se rendre sur place pour vérifier que son petit ami n'est pas à l'intérieur de son logement. Donc tu l'envoies à ton domicile? Elle y va toute seule? Ouais.
Pas y aller. Moi, j'ai peur de lui. Et moi, j'étais au téléphone avec elle. Et là, le mec, il a commencé à tout casser. Ta sœur, est-ce qu'elle est restée? Non, elle est partie. Elle est partie quand il a commencé à tout péter? J'ai dit que je prévenais la police. Ensuite, il est parti. Pour Stéphane, le petit ami devient le suspect principal dans cette affaire. Il a un mobile, une dispute avec sa petite copine. Et sa présence sur les lieux le jour de l'incendie ne fait plus aucun doute. L'enquêteur aimerait entendre sa version des faits, mais l'homme a disparu dans la nature. Alors demain, il a prévu de l'interpeller. La ville de Sens est encore endormie, Stéphane, lui, est déjà en route. Dans un quart d'heure, il sera 6 heures, l'heure légale pour interpeller un individu en France. L'homme suspecté d'avoir mis le feu au domicile de sa petite amie a 21 ans. Il est intérimaire et il vivrait encore chez sa mère. C'est à son domicile que Stéphane et ses collègues se rendent ce matin. Il y a des chances pour qu'il y soit, mais c'est vraiment pas sûr. Si c'est lui qui a vraiment mis le feu, il n'y a aucune raison pour qu'il reste tranquillement chez lui. Généralement, quand ils font des bêtises, ils ont tendance à partir un petit peu loin pendant quelques temps pour essayer de se faire oublier. Pour éviter que le jeune homme ne tente de s'échapper par le jardin, 2 enquêteurs passent par l'arrière pour quadriller les lieux au maximum. Bonjour madame, on vient chercher. Moi, je ne sais pas. Vous pouvez nous ouvrir s'il vous plaît? Moi, je vais travailler. Là. Vous allez y aller après. Déjà, vous nous ouvrez, on va gagner du temps. Non, il est majeur, moi, je ne le vois pas. Oui, mais il vit chez vous normalement. Non, il vit pas chez moi. C'est ce qu'il nous déclare. C'est ce qu'il nous dit. Bonjour madame. Bonjour. On vous suit? Les enquêteurs sont accueillis par la mère du jeune homme. Visiblement, elle n'est pas étonnée de voir des policiers débarquer chez elle au petit matin. Qu'est-ce qui s'est passé encore? On le recherche, voilà, simplement. Donc, vu que c'est l'adresse qu'il nous donne, Oui, mais la il dernière vit pas fois, chez il nous a dit qu'il vivait chez vous. Donc, il faut qu'on vienne ici pour vérifier. Vous voyez, vous pouvez, il y a personne. On peut vous suivre dans la maison. Vous êtes toute seule? Il n'y a personne. D'accord. C'est à vous la voiture qui est devant? Sa mère affirme ne pas avoir vu son fils depuis plusieurs jours. Les policiers font quand même le tour de toutes les pièces de la maison pour vérifier. Bon, salle de bain. Que dalle. On va. D'accord. Et où est-ce qu'il dort d'habitude? Où est-ce qu'il vit? Vous devez savoir. Il dort là. Non, pas ici. Mais je ne sais Quand il pas. n'est pas là. Je ne sais pas, vous ne posez pas de questions, s'il vous plaît. D'accord. Je suis assez énervé comme ça. Vous savez, il ne me dit pas tout. Ok. Alors, moi, laissez-moi. Aucune trace du jeune homme qui ne semble plus vivre ici depuis longtemps. Déçus, les enquêteurs repartent bredouille. Oh, il doit venir un petit peu plus souvent qu'elle le dit, mais il ne doit pas avoir grand-chose comme contact. Pour Stéphane, il faut retrouver le suspect au plus vite, car maintenant le jeune homme sait que les policiers le recherchent. Il pourrait fuir à l'étranger car il possède une double nationalité. Alors, il faut absolument l'arrêter avant qu'il ne quitte le pays. Et pour cela, la justice française dispose d'une arme redoutable, le mandat d'arrêt. Stéphane vient de l'obtenir des mains d'un juge d'instruction. C'est pas spécialement courant, mais là, on est quand même avec des faits de nature assez grave. Donc c'est pour ça. Elle va retenir la mise en danger de la vie d'autrui, vu que le jeune homme a prévenu uniquement un de ses copains qu'il y avait le feu dans l'immeuble, et il y avait d'autres personnes qui dormaient là. Il n'a pas appelé les secours, donc oui, c'est grave. L'homme est maintenant inscrit au fichier des personnes recherchées. Tous les policiers de France sont à ses trousses. Et cela va être payant, car à seulement quelques kilomètres de là, un mois plus tard, une patrouille va mettre un terme à sa cavale. C'est ce groupe de policiers qui a appréhendé l'individu. On avait déjà vu son visage dans les fichiers police parce qu'il est déjà connu des services de police et de gendarmerie. On est passé à côté de lui, il a baissé les yeux. On a fait demi-tour, on s'est arrêté à proximité et là on a vu qu'il avait hésité à prendre la fuite en fait. On a vu qu'il avait regardé autour de lui. S'il y avait eu du monde, à mon avis, il aurait peut-être filé quoi. Grâce au mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, il a pu être arrêté et ramené au commissariat. Bonjour, j'ai juste demandé de... Pourquoi fume de salope là? Bah qu'est-ce pas là?
Vous signez ça. Pourquoi je signe ça? C'est votre fin de rétention. Vous la signez ou vous la signez pas? Vous signez pas. Allez, Je vais te la signer, je te dis. Alors, on se tutoie pas, d'accord? Donc vous signez. Vas-y, dis qu'elle a sa caméra, non? Le jeune homme sait qu'il risque de finir sa journée en prison. Les faits sont trop graves pour qu'il soit relâché et son casier judiciaire bien chargé ne va pas plaider en sa faveur. L'homme est difficile à gérer. Il va donner du fil à retordre aux policiers et notamment à Nathalie. J'ai pas le droit de prendre un brin de douche vite fait là. Vous me prenez pour des chiens. Après, vous la faites. Quoi après? Après, vous ayez signé. D'accord? On va faire dans l'ordre. Vous signez. Après, je cherche un autre collègue. Moi, je fais ma procédure et il vient vous faire votre toilette. Mais pas signé ta feuille. Comment ça se passe là? Je te parle. J'ai soif. Comment je fais? J'ai pas le droit de boire de l'eau. Vous signez pas. Hein? Vous signez ou je bois pas de l'eau. Vous signez ou signez ouais, pas? je vais la signer. Alors maintenant, vous la signez. Vous êtes là, vous prenez les gens pour des chiens. Ah, vous avez rien de plus que moi, hein. Moi je vous le dis, hein. Moi je suis pas coupable aux yeux de la justice à cette heure-ci. Hein. Je vous le dis, moi je suis un humain, j'ai droit à mes droits. C'est marqué soupçonné, c'est pas ouais, soupçonné, papa, je suis pas, comme ça y est, je suis pas coupable. Bah voilà, j'ai droit encore à mes droits, je suis pas un chien. On me considère pas comme on me sous-estime là. L'homme va maintenant être transféré au tribunal de grande instance de Sens. Son sort est entre les mains du juge d'instruction. Tu veux bien faire en sorte qu'il ait son petit déjeuner et... Non, on va voir ça avec les chefs de poste. L'individu sera mis en examen pour dégradation volontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Il sera incarcéré le soir même. Il restera en détention provisoire en attendant la fin de l'enquête. Il risque 4 ans de prison. Tout de suite sur D8, vous allez voir que les policiers de Sens vont devoir faire face à un délinquant multirécidiviste et imprévisible. Sa poche, elle fait ça, en fait. Donc on voit qu'il a quelque chose dans... Moi, à mon avis, il a une arme. Un homme suspecté d'avoir commis 2 tentatives de vol à main armée dans la même journée et qui n'en est pas à son coup d'essai. Il a un beau palmarès. Un vol avec arme en 2004, un vol avec arme en 2004. En 2004, il a fait 25 vols avec arme. Les incendies volontaires, ce sont des affaires que les policiers de Sens connaissent bien. En revanche, il y a un nouveau type de délinquance qui frappe la ville et auquel les forces de l'ordre ne sont pas habituées. Il s'agit des vols à main armée. Jusque-là, ce phénomène ne touchait que les grandes agglomérations, mais aujourd'hui il s'étend aux villes de province. Il y a encore quelques années, les policiers n'imaginaient même pas qu'une chose pareille puisse arriver à Sens. Une tentative de braquage en pleine journée et en plein centre-ville. Au commissariat, c'est Nathalie qui va se charger de ce dossier sensible. Elle a débuté sa carrière en banlieue parisienne, elle a déjà traité ce genre d'affaires auparavant. Elle vient de récupérer les images de vidéosurveillance du magasin braqué la veille. On va regarder comment ça s'est passé. Ces images vont peut-être constituer un précieux début de piste pour Nathalie. Donc là, on voit un individu qui arrive. On voit la victime. Et hop, là, on le voit bien qui fait le geste d'avoir quelque chose dans la poche. On voit le pan de son manteau qui se soulève. Sa poche, elle fait ça, en fait. Donc on voit qu'il a quelque chose dans... Moi, à mon avis, il a une arme. Alors peut-être pas forcément un pistolet ou un revolver, mais ça peut être un couteau, une paire de ciseaux. Là, il la tient. Elle refuse. Il part dans un premier temps vers l'entrée. Là, la victime appelle sa collègue. Et l'individu s'enfuit sans avoir rien pris dans la caisse, mais en ayant traumatisé la jeune fille. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'effusion, il n'y a pas exhibition d'une arme. Maintenant, la jeune fille, elle est traumatisée. Je veux dire, elle a subi ça, c'est quand même traumatisant. C'est grave parce que l'infraction est constituée. Il a bien essayé de le faire et il était conscient de ce qu'il faisait. Voilà. Un homme conscient de ses actes et qui agit avec sang-froid. Un homme capable de tenter de braquer ce supermarché en plein centre-ville un dimanche matin, à l'heure d'ouverture. Le profil de l'individu n'est pas rassurant.
Nathalie sait qu'il faut le retrouver dans les plus brefs délais si elle ne veut pas qu'il y ait d'autres victimes. Pour avancer dans son enquête, elle compte sur le témoignage de la caissière du supermarché. La jeune femme est encore sous le choc, mais elle a quand même trouvé la force de venir porter plainte au commissariat de Sens. Mademoiselle, bonjour, allez-y, suivez-moi. C'est Valérie, une collègue de Nathalie, qui va prendre sa déposition. Son objectif, obtenir le maximum d'informations sur la tentative de braquage dont elle a été victime. Vous voyez donc dans le magasin? Je le vois vers ma caisse en train de tourner et je le regarde et il était vraiment quasiment derrière ma caisse. Donc je le vois, je me dis bah qu'est-ce qu'il y a et là il me fait donne-moi la caisse tout de suite, je fais non et du coup il m'a pris le bras et il me fait donne-moi la caisse tout de suite en ayant la main dans la poche. Il fait vraiment comme s'il avait une arme ou quelque chose dans la poche qui aurait pu blesser quoi, donc je savais pas quoi faire en gros, donc du coup j'ai appelé ma collègue qui était à l'arrière du magasin et du coup quand elle est arrivée il m'a lâché, il m'a dit je rigole connasse c'est bon et il est parti. D'accord. L'agression a été rapide. L'homme est resté moins d'1 minute dans le supermarché. Pas certain que la jeune femme ait eu le temps de mémoriser le visage de son agresseur. D'autant plus que l'homme le dissimulait derrière un col roulé. Est-ce que vous pourriez me le décrire? Il était tout fin, un peu typé. Il y avait un truc particulier sur ses cheveux ou pas? Dégarni. Dégarni. Un homme fin, typé, au crâne dégarni. Une description sommaire qui pourrait correspondre à des milliers de personnes. Alors pour affiner le profil du suspect, Nathalie va tenter de trouver de nouveaux détails physiques en scrutant les images de vidéosurveillance. Qu'est-ce que je peux voir sur le monsieur encore? Mince, un grand nez. En quelques secondes à peine, Nathalie, avec son œil expert, parvient à donner une description assez précise de l'individu. On peut dire que le mec, c'est un Nord-Africain, à peu près 40 ans, je dirais, il est mince, 1m75 maximum, et il est dégarni surtout aussi. Ouais. Donc on peut dire une calvitie naissante. Avec ces informations, Nathalie va essayer d'identifier le suspect. Et pour cela, elle dispose d'un outil précieux, le fichier Canonge. Sur le département de l'Yonne, il recense plus de 8500 individus déjà impliqués dans des affaires. Parmi eux, peut-être l'homme que Nathalie recherche. Un par un, elle entre dans le fichier les différents critères physiques de l'individu recherché. Maghrébin, mince, calvitie partielle. J'en ai 16 qui sont rentrés dans mon fichier. Donc lui, on peut l'éliminer. Je n'ai pas de calvitie. Lui, ça correspond pas. Les yeux, ça va pas. Lui, la forme du nez, c'est pas ça. L'autre, il a le nez plus épaté. Celui qu'on cherche, il a vraiment le visage émacié. Lui, ça correspond pas. Ah, eh ben c'est lui. Je suis sûre que c'est lui. Si on fait ça, c'est bien le même individu que celui qu'on a sur la vidéo. Maintenant, il suffit que la victime reconnaisse son agresseur pour que Nathalie puisse l'interpeller. Elle réalise donc une planche photo. Dessus, la photo du suspect, ainsi que celle de 8 autres individus assez proches physiquement. On imprime, on montre à la victime qui va nous dire si c'est bien lui ou si c'est pas lui. Voilà. Et par contre, voilà. Sur la planche photo, le suspect porte le numéro 9. Vous allez me dire si vous reconnaissez quelqu'un parmi ces 9 photos. La victime va-t-elle réussir à reconnaître son agresseur? C'est lui, je crois. À mon avis, c'est lui, il ressemble vachement. D'accord. Donc c'est la photo numéro 9. D'accord. Une vidéo, une identification par la victime, les enquêteurs sont sûrs de leur coup. Écoutez, merci d'être passé, je vous raccompagne. Mais avant de l'arrêter, Nathalie veut en savoir plus sur cet homme. En consultant le fichier du traitement des antécédents judiciaires, elle découvre qu'il n'en est pas à son coup d'essai. C'est même un multirécidiviste. Il a un beau palmarès. Ouf. Alors, vol avec arme en 2004, un vol avec arme en 2004, un vol avec arme en 2004, toujours en 2004 la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Nathalie n'en croit pas ses yeux, la liste des vols à main armée commises par cet individu n'en finit plus. C'est quelqu'un qui ne peut pas se passer de voler en fait. En 2004, il a fait 25 vols avec armes. En 2004 et 2010, il n'y a plus personne, donc je pense qu'il était détenu à ce moment-là. Et puis dès qu'il est sorti de prison, il a recommencé à voler en fait, voilà. Un braqueur en série présumé qui pourrait frapper à nouveau à n'importe quel moment. C'est un risque que les policiers ne peuvent pas prendre. Il faut absolument l'arrêter avant qu'il ne fasse une nouvelle victime. On passe devant, c'est quand tu rentres au rond-point, c'est première à gauche, première à droite. Dernière adresse connue du suspect, une maison à quelques kilomètres de Sens. Il habiterait là-bas avec sa sœur et sa mère. Si je dis, bah c'est là. La maison semble déserte. Le suspect a peut-être déjà pris la fuite. Mais Nathalie veut quand même vérifier. Bonjour, j'aimerais voir votre fils, là, s'il vous plaît. D'accord, donc là, il n'est pas là. Est-ce que ça vous dérange qu'on fasse une visite domiciliaire pour vérifier? Dans sa chambre? Ouais. Attendez, je vous ouvre là. Merci. Les policiers veulent s'assurer que l'individu n'est pas à l'intérieur. Surtout que dans la maison, ils découvrent une pièce fermée. Et ça, c'est sa chambre. Allô, il est fermé, attendez. Ils pensent que l'homme s'est peut-être caché à l'intérieur. C'est pas parce qu'il est dedans, des fois? Non. Non. Merci, madame. Dans la maison comme dans la chambre, aucune trace du suspect. Nathalie doit le retrouver au plus vite, alors elle questionne sa sœur. Est-ce que vous savez où il travaille? Dans une usine. D'ailleurs, il n'y a pas un truc avec des papiers? Ah, si, je l'ai. Voilà. Attestation employeur. C'est ça. Je vais vous le prendre, comme ça. En fouillant dans ses papiers, les policiers récupèrent l'adresse de l'entreprise dans laquelle l'individu travaille. Depuis 5 ans, il est peintre dans une usine de la région. Au revoir, madame. Au revoir. Nathalie se rend sur le champ chez son employeur. C'est à une vingtaine de kilomètres de là. Atelier. Atelier. Oui. C'est-à-dire Je vais vous chercher. Vous voulez pas nous accompagner? On me dérange avec le salarié. C'est loin? Non, L'homme est bien sur son lieu de travail. Nathalie est soulagée. Elle vient de mettre la main sur le braqueur présumé. Il ne pourra plus commettre de nouveaux vols à main armée. Ah, on est obligé de venir à plusieurs. c'est pas mon boulot. Vous étiez pas chez vous, monsieur. Et alors, j'allais rentrer. On est obligé de venir vous chercher. On a besoin de vous. Pourquoi? Pour une histoire qui s'est passée dimanche matin. Dimanche matin? Ouais. Donc pour l'instant, vous êtes placé en garde à vue. Les enquêteurs perquisitionnent son vestiaire et sa voiture. Ils recherchent les vêtements que l'homme portait le jour du vol à main armée. Nathalie retrouve un pull marron et une paire de gants qui pourraient correspondre. Le suspect se sent pris au piège. Calme jusqu'à présent, il va s'énerver d'un coup. Vous êtes venu casser les couilles à mon patron, vous avez rien à faire ici. Si, vous êtes venu lui casser les couilles. Enlève ta main d'ici avant que je t'en mette une. Ça se passait bien, monsieur. J'ai rien fait. Pour l'instant, vous savez bien que si on vient vous chercher, c'est pas innocemment. L'homme ne semble pas comprendre pourquoi Nathalie est venue le chercher. Pourtant, c'est un habitué des gardes à vue. Il sait très bien que si les policiers sont là, c'est qu'ils ont de quoi le coincer. Et effectivement, les preuves contre lui se sont accumulées. Il y a le pull marron et les gants, la vidéosurveillance et l'identification par la victime. Oui, s'il vous plaît. Mais Nathalie aimerait en plus obtenir ses aveux. Alors avec son collègue, ils vont y aller pas à pas. D'abord, lui faire admettre sa présence sur les lieux. Est-ce que vous êtes bien allé au magasin le 5? Oui. L'individu reconnaît sans difficulté s'être rendu sur place. Tout comme il admet porter ce jour-là les vêtements saisis par les enquêteurs. 1550. Comment est-ce que vous étiez habillé?
Ce pull. Reste maintenant le plus difficile, lui faire avouer la tentative de vol à main armée. Pourquoi vous aviez la main dans votre poche? J'avais les deux mains dans ma poche. Non. Non, bah non, puisqu'à un moment où vous avez attrapé la caissière par le bras. Ouais, ah, c'est normal. La main droite, vous aviez la main droite dans votre poche. Qu'est-ce que vous aviez dans votre poche? J'avais rien dans ma poche. Je n'avais rien dans ma poche. Est-ce que la caissière, elle a pu croire que vous aviez quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que vous lui teniez le bras à cette demoiselle? Comment? Est-ce que vous avez tenu le bras de la demoiselle? Tenu le bras de la demoiselle, non? On vous voit la vidéo, monsieur. Ah ben, peut-être, je me rappelle pas. Je me rappelle pas. L'homme semble déboussolé. Pour lui, il n'a rien fait de mal. Il va expliquer aux enquêteurs son geste d'une façon surprenante. Il dit à la fille, ta caisse. Comme ça. Et elle a appelé sa copine. Et il dit à sa copine, mais je rigole, c'est le premier nom. Alors, pourquoi vous avez fait ça? Comment? Pourquoi vous avez fait cela? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi lui avoir demandé la caisse? Pour rigoler. Pour rigoler. La version de la plaisanterie ne convainc absolument pas Nathalie. Elle est certaine que le suspect a bien voulu voler la caisse du magasin. Persuadé qu'il était conscient de ce qu'il faisait et que si la dame avait ouvert la caisse, il aurait pris l'argent qu'il y avait dedans. Vraiment, c'est un trop bon samaritain s'il le fait pas. Quand on est tenté, généralement... et puis bon, à la base, on n'a pas une idée aussi saugrenue d'aller demander la caisse, même si c'est le 1er janvier. On dit bonne année, en règle générale, on dit pas donne-moi ta caisse. Le problème, c'est que cette défense pourrait bien tenir devant un juge. L'homme pourrait ressortir libre et recommencer à braquer les commerces de la ville. Mais un nouveau témoin va donner une autre tournure à son affaire. À Sens, l'affaire ne passe pas inaperçue. L'interpellation du braqueur présumé a fait les gros titres du journal local. Il a attiré l'attention de la vendeuse de cette boulangerie. Elle aussi a été victime d'un vol à main armée. C'était le même jour que le braquage du supermarché. Les deux magasins ne sont qu'à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Est-ce une troublante coïncidence? Ou est-ce l'individu interpellé par Nathalie qui a frappé 2 fois le même jour? Cette question, seule l'audition de la jeune femme va permettre d'y répondre. Allez-y, asseyez-vous. C'est elle que l'homme a menacée avec une arme pour obtenir la caisse. Donc, il est entré, c'est ça hein? Oui, il s'est approché, je lui ai dit « Monsieur, vous désirez ?» Et là, il m'a parlé, mais j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. D'accord. Et c'est là que j'ai compris, il m'a dit « La caisse, vite !» et il m'a tendu le couteau. Le couteau, c'est un genre de canif qu'on déplie. Enfin, pour moi, je pense un truc qu'on déplie, il avait un manche marron. Vous diriez, comme ça. Au niveau de la taille, oui, ça serait peut-être plus dans cette taille-là, et il y avait un manche qui était marron. D'accord, ok. Pas trop foncé. Hop, on va dire dizaine de centimètres. Je pense, oui. Était long d'une dizaine de centimètres. Est-ce que vous avez été blessé? Non. J'ai eu le réflexe de me reculer assez vite. Il a fait le geste comme ça? Oui, il l'a avancé. D'accord. Pas très près, mais il l'a quand même... D'accord, il y a eu un geste. Oui. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez sa tenue vestimentaire? En fait, il avait un gros col roulé marron vert un sur pull. le visage. Col roulé, il avait... Un gros pull marron à col roulé derrière lequel il dissimulait son visage. La description correspond. Quand il a agressé la caissière du supermarché, le suspect a tenté de camoufler sa figure sous son pull. Vous, seriez-vous en mesure de le reconnaître? Tout ce que je me rappelle, il était dégarni et il était de type maghrébin. Un homme dégarni, de type maghrébin, 2 éléments qui rappellent le suspect. Même description physique, même type de vêtements, l'étau se resserre autour du braqueur présumé. Je vais vous montrer 9 photos, parmi lesquelles il y a la personne que nous avons interpellée. Et vous allez me dire si vous le reconnaissez ou pas. Je vais vous demander, voilà. En quelques secondes à peine, elle reconnaît son agresseur. Pour moi, c'est lui. Voilà, vous avez gagné. Nathalie sait maintenant que l'homme qui a agressé cette vendeuse en boulangerie est aussi l'individu qui a commis la tentative de vol à main armée dans le supermarché.
Il n'est plus suspecté d'une, mais de 2 tentatives de braquage. Sa défense ne tient plus la route. La version de la blague peut passer une fois devant le juge, mais avec ce deuxième braquage, ce sera difficilement crédible. D'autant plus que maintenant, il y a 2 témoins qui l'ont reconnu. Pourtant, l'homme va continuer de nier. Je porte sur les faits de tentative d'extorsion aggravée. Fait commis le 5 janvier de l'an 2014 au préjudice de la boulangerie. Oui, je vous entends sur ça. Est-ce que vous êtes déjà allé dans la boulangerie? C'est quoi? C'est celle qui est à côté du cinéma. Oui, j'ai déjà été dans cette boulangerie. Quand est-ce que vous y êtes allé? Je sais pas, moi, il y a 3 mois, 4 mois pour acheter des trucs pour aller au boulot. Quand j'avais pas le temps de me préparer un truc, je les ai vus 2-3 fois pour des sandwichs, pour la ligne. Pourquoi vous les appelez pas comme ça? Vous dire que c'est pas moi? Ah mais je les ai appelés, je les ai entendus. Et le problème c'est qu'ils me disent que c'est vous. C'est lui. Oui. Direct. Oui. Ouais. Et je vous promets, on a la vidéo si vous voulez. Non, je voilà. vous crois. En sachant que 2 personnes... C'est pas moi. Qui nié l'évidence. Voilà. Il y a 2 Il y a 2 personnes qui... Alors, comment expliquez-vous que 2 personnes vous reconnaissent sur planche photographique, sur planche... Pourquoi ils étaient combien? Photographique, 2 personnes. C'est les deux m'ont reconnu. Oui. Vous me croyez pas? Vous croyez non, je vous crois, Ah bah comment vous m'expliquez alors qu'ils vous reconnaissent? Je sais pas, moi ils me reconnaissent. Pour le suspect, la réponse est toute simple. C'est parce que les planches photos sont truquées pour faire en sorte que les victimes l'identifient. À côté, il y avait des Gaulois. Bah non, je suis quand même pas... Dans la planche. C'est même pas moi qui l'a choisi. Un Chinois. Un Chinois? Bah c'est quoi ça? Lui c'est le même, je laisse tomber. Franchement c'est pas moi. L'individu va continuer à nier tout au long de sa garde à vue. Jugé ensuite en comparution immédiate, il a obtenu le report de son procès. Mais lors de l'audience, il a insulté les magistrats. Du coup, il a été incarcéré en attendant son jugement. Il risque jusqu'à 10 ans de prison et 100 000 € d'amende. Braquage, cambriolage, escroquerie, les commerçants sont une des cibles privilégiées des délinquants. En ce moment, à Sens, une bande de 3 jeunes arnaque les hôtels et les restaurants du coin. Et pour cela, ils n'hésitent pas à utiliser de faux moyens de paiement. On connaissait les faux chèques de banque, les faux billets, mais cette fois, ils ont une technique plus surprenante et qui fait de nombreuses victimes. Tiens Marie, affiliation. Isabelle est brigadier chef. Elle travaille ici depuis 10 ans. Sa spécialité, les escroqueries financières. Bon, allez, ça c'est fait. Depuis 2 mois, c'est elle qui est en charge de cette affaire qui agace de plus en plus les petits commerçants de la ville. À commencer par ce gérant d'hôtel. Il vient juste de reprendre un établissement de 78 chambres situé dans la périphérie de Sens. Avant, il était en région parisienne. Il ne pensait pas qu'ici, il pouvait se faire escroquer. Alors il ne s'est pas méfié quand la bande est venue chez lui. C'est au niveau de 3 jeunes, 200 € en chèque vacances. Voilà, donc là vous en aviez 9, je crois, le chèque, je vais recompter. 10. 9 à 10. Les 3 individus viennent de passer aux frais de la princesse 3 jours dans son établissement. Ils ont payé avec des chèques vacances. Les chèques vacances, c'est un moyen de paiement qui est en partie offert aux salariés par leur comité d'entreprise. Il sert à régler un certain nombre d'achats comme par exemple une nuit d'hôtel, un repas au restaurant ou encore un billet de train. Le problème, c'est que les chèques vacances qui ont servi à payer l'hôtel sont des faux. Le gérant n'y a vu que du feu. Vous avez un détecteur de faux billets? Non. Non. Moi je viens d'Île-de-France, c'est vrai qu'on en était équipé, puis après je me suis dit j'arrive à Sens. Bon, c'est peut-être plus calme. C'est ce que tout le monde. Alors c'est ce que tout le monde se dit, il faudrait le savoir. Bon, mais on a quand même toute la délinquance parisienne. Des délinquants qui jouent sur la naïveté des petits commerçants et qui écoulent sans problème leurs faux chèques vacances. D'autant plus qu'à première vue, ils ressemblent à s'y méprendre à des vrais. À gauche,
un original. À droite, le faux utilisé pour payer l'hôtel. Dessus, il y a bien le logo de l'ANCV, l'association qui émet les chèques. Une date de validité, un numéro de série et le nom du comité d'entreprise. En apparence, ils sont identiques et il est donc très facile de tromper un non-initié comme ce commerçant. En revanche, impossible de berner Isabelle. À ce niveau-là, là, les 00, ça doit être un mois en fait de l'année, entre 01 et 12. C'est le mois d'émission du chèque. 00, c'est sûr, c'est impossible. Et puis là aussi, hein, à chaque fois, tout ce qui est code barre en haut, c'est grossier. Ces chèques vacances sont bel et bien des faux. Et élément surprenant, dessus, aucun nom n'est mentionné. Normalement, les détenteurs de chèques vacances sont censés l'écrire à chaque paiement. Mais là, les 3 hommes ne l'ont pas fait, certainement pour ne pas être identifiés. D'ailleurs, le commerçant s'est fait avoir et les 3 individus ont pu repartir sans laisser d'indices. Donc vous, les avez pas vus du tout, hein? Physiquement? Oui. Alors, ça se trouve que j'ai dû les croiser maintenant au petit déjeuner, mais sincèrement, ça me parle pas. Non. Vous souhaitez déposer plainte contre ces individus? Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'attends votre réceptionniste. Pour Isabelle, l'affaire prend de l'ampleur, car ce n'est pas le premier commerçant à Sens à avoir porté plainte contre cette bande. Les 3 jeunes ont escroqué ce restaurant et aussi cet hôtel. En 2 mois, ils ont déjà fait 7 victimes. Le préjudice s'élève à plus de 1 400 €. Mais si Isabelle ne les arrête pas, l'ardoise risque de s'alourdir. Pour le moment, la seule chose qu'elle sait sur ces délinquants, c'est qu'il s'agit de 3 hommes. Avec ça, elle ne va pas aller bien loin. Alors pour faire avancer son enquête, elle va faire la tournée des hôtels de la ville, à la recherche d'indices et peut-être de nouvelles victimes. Bonjour. Oui. Je viens vous voir parce qu'on fait une enquête sur des chèques vacances falsifiés. Je sais qu'on a eu dernièrement des chèques vacances qui me semblaient bizarres. Ce serait pas en décembre, le 3-4 décembre par hasard? Je vais dire les dates. Si vous voulez, je peux aller regarder. Si ça vous gêne pas, oui, ça serait... Vous pouvez monter si... Oui, merci. Il y a quelques jours, 3 hommes ont passé la nuit dans l'hôtel. Ils ont payé avec des chèques vacances et la réceptionniste de l'hôtel a un léger doute. Elle va les chercher. Merci. Un seul coup d'œil suffit. Il s'agit des mêmes faux chèques vacances utilisés pour escroquer l'hôtel précédent. Si je confirme que c'est la même souche, c'est que c'est encore un numéro qui se suit 2014, 0121, ça fait partie des numéros qui sont concernés, là c'est le 122. Voilà, puis c'est le même comité d'entreprise, également faux, tout est faux. Ce sont les mêmes individus qui ont dû distiller les chèques. Même numéro de série, même comité d'entreprise. Il s'agit bien des individus recherchés par les enquêteurs. Mais là encore, aucun nom sur les chèques. Et vous demandez les pièces d'identité ou pas? Vous n'êtes pas tenu en fait de demander. Hein, ouais. D'accord. La réceptionniste ne s'est pas méfiée. Demander la carte d'identité aurait pourtant permis de remonter jusqu'aux 3 individus. Vous avez des vidéos sinon? Alors, on était en panne de vidéo, oui. Il y a eu cette semaine. D'accord, merci beaucoup. Pas de vidéo, pas de nom sur les chèques vacances. Pour Isabelle, toujours aucun moyen d'identifier les 3 hommes. Merci, au revoir. Il y a pas de souci, au revoir. Tout de suite sur D8, vous allez voir que la bande des faux chèques vacances va faire des dizaines de victimes. Des restaurants, mais aussi des hôtels de la périphérie de Sens. Oui, en fait, il y en a 3 qui prennent le même chemin. Pour moi, ils étaient ensemble. Parce que là, ils se suivent bien, ils se regardent. Pour les retrouver, Isabelle va devoir mobiliser toutes les patrouilles disponibles du commissariat. Par contre, si jamais tu les croises, je te demande des noms, les photos, vous les ramenez pour les gardes à vue. Voilà. Mais les 3 jeunes hommes vont donner du fil à retordre aux forces de l'ordre. Voilà. Ah, je l'ai contrôlé samedi. Tu l'as contrôlé où samedi? Merci, bonjour. Il y a quelques jours, 3 hommes ont passé la nuit dans l'hôtel. Ils ont payé avec des chèques vacances et la réceptionniste de l'hôtel a un léger doute. Elle va les chercher. Merci. Un seul coup d'œil suffit. Il s'agit des mêmes faux chèques vacances utilisés pour escroquer l'hôtel précédent. Ok. Si je confirme que c'est la même souche, c'est que c'est encore un numéro qui se suit 2014, 0121, ça fait partie des numéros
qui sont concernés. Là, c'est le 122. Voilà. Puis c'est le même comité d'entreprise, également faux. Tout est faux. Ce sont les mêmes individus qui ont dû distiller les chèques. Même numéro de série, même comité d'entreprise. Il s'agit bien des individus recherchés par les enquêteurs. Mais là encore, aucun nom sur les chèques. Vous demandez les pièces d'identité ou pas? Non, pas pour les chèques vacances. La réceptionniste ne s'est pas méfiée. Demander la carte d'identité aurait pourtant permis de remonter jusqu'aux 3 individus. C'est vous qui avez reçu ces gens-là, donc Vous avez des vidéos sinon? Alors, on était en panne de vidéo, oui. Il y a eu cette semaine. D'accord. Merci beaucoup. Pas de vidéo, pas de nom sur les chèques vacances. Pour Isabelle, toujours aucun moyen d'identifier les 3 hommes. Merci, au revoir. L'enquête est au point mort. Jusqu'à présent, la naïveté des commerçants a joué en faveur des 3 délinquants. Ils ont continué à arnaquer les hôtels et les restaurants de la région. Et ça aurait pu continuer comme ça pendant des mois encore. Mais Isabelle va avoir un gros coup de chance. Elle ne le sait pas encore, mais les individus qu'elle recherche sont très jeunes et ils vont multiplier les erreurs. Il y a quelques jours, la bande a sévi une nouvelle fois. Elle a abusé le gérant de cet hôtel. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce commerçant a installé à la réception une caméra de vidéosurveillance. Elle a donc été filmée en pleine action. Isabelle vient de recevoir la vidéo. En fait, là, ils arrivent, il est 16h44. Donc on est le 2 décembre, ils viennent prendre la chambre. Ils sont à 2. Donc le carnet. Alors qu'un des individus s'apprête à payer comme d'habitude avec les faux chèques vacances, la réceptionniste lui demande une pièce d'identité. Aussi étrange que cela puisse paraître, il la fournit sans se poser de questions. Il donne sa pièce d'identité. Donc il le remplit. Isabelle a récupéré les faux chèques vacances auprès du gérant de l'hôtel. Dessus, l'homme y a inscrit son nom et son prénom. Son ami a fait de même. Mais s'agit-il de leurs véritables identités? Les 2 individus auraient très bien pu fournir de faux papiers à la réceptionniste. Alors pour vérifier, Isabelle consulte le traitement des antécédents judiciaires, un fichier commun à la police et à la gendarmerie. Si les 2 jeunes gens qui ont escroqué l'hôtel sont déjà connus des services de police, ils seront obligatoirement fichés. Et bingo, ils ont tous les 2 un casier judiciaire, élément accablant, leurs CV sont chargés. Cambriolage, violence, usage de stupes, incendie volontaire. À tout juste 20 ans, le premier individu a déjà le profil du délinquant multirécidiviste, tout comme son ami, à peine majeur. Ça reste, oui, des délits routiers, cambriolage, des vols. Nous, il avait été interpellé chez nous, lui, je crois, à 16 ans, il conduisait le véhicule d'une copine. Comme ils sont fichés par la police, l'enquêtrice dispose désormais de la photo des 2 individus. Il ne reste plus qu'à Isabelle à les comparer avec les images de la vidéo. La policière reconnaît bien les 2 jeunes hommes. Donc là, on a monsieur là, monsieur. L'enquête d'Isabelle a bien avancé. Elle a formellement identifié 2 individus. Mais pour l'instant, aucune trace du 3e homme. Isabelle consulte les autres vidéos de l'hôtel et cette fois, la bande est au complet. Oui, en fait, il y en a 3 qui prennent le même chemin. Pour moi, ils étaient ensemble. Parce que là, ils se suivent bien, ils se regardent. Pour moi, ils étaient ensemble, les 3. Sur cette vidéo, on voit bien les 3 membres de la bande. Sauf que, contrairement à ses 2 amis, le 3e individu, situé au centre de l'image, n'a pas payé avec les faux chèques vacances. Isabelle ne connaît donc ni son nom, ni son prénom. Mais elle va tout de même pouvoir obtenir son identité. Car ce jour-là, une patrouille de police intervient à l'hôtel à la demande du gérant. Les 3 hommes ont causé des nuisances lors de leur séjour et le propriétaire a demandé aux policiers de les faire partir. Mais avant, ils ont relevé leur identité. Elle est notée sur cette main courante. Le nom du 3e y est inscrit noir sur blanc. Isabelle dispose maintenant de l'identité du dernier individu.
Pour l'instant, elle n'a aucune preuve de son implication dans cette escroquerie au faux chèque vacances. Et c'est un véritable problème pour elle, car sans éléments à charge contre lui, elle ne peut pas l'interpeller. Ce qui met donc en suspens l'arrestation des autres membres de la bande. L'idée d'Isabelle, c'est de faire un coup de filet pour éviter qu'un des individus lui échappe. Alors elle va devoir attendre que la bande frappe à nouveau. À peine quelques jours plus tard, une nouvelle victime se présente au commissariat. Oui, c'est Isabelle, tu peux faire monter la dame? Merci. Bonjour. Merci d'être venu si vite. Je vous ai prévenu qu'hier. Venez, dans mon bureau. Je vous en prie, installez-vous. Il s'agit de la réceptionniste d'un hôtel qui vient juste de se faire avoir par les trois jeunes. Donc là, je vais vous montrer les photographies extraites de la vidéo que votre patron nous a remis. Là, c'est pas tant pour les reconnaître. Je veux surtout savoir si vous pouvez m'indiquer qui a fait quoi dans le lot. Alors, donc, celui-ci, le pantalon blanc, ça sera le numéro 1. Oui. Le numéro 2, ça sera celui du sac à dos. Et le numéro 3, forcément, ce sera le dernier. Et le dernier. Voilà, donc est-ce que vous êtes en mesure de m'indiquer qui vous a payé, qui vous a parlé, comment ça s'est passé? Il me semble que c'est le numéro 2 qui m'a parlé et qui m'a réglé. Et les autres Les autres, ils sont restés à l'écart. Il y en a un qui est parti téléphoner. Le numéro 2, c'est le dernier de la bande, celui contre lequel pour l'instant Isabelle n'avait aucune preuve. Mais cette fois, c'est lui qui a utilisé les faux chèques vacances. Pour être sûr de ne pas se tromper, Isabelle présente à la réceptionniste une planche photo. Dessus, 4 individus. En quelques secondes, elle reconnaît formellement le suspect. D'accord. Et ça serait qui alors? C'est celui qui m'a parlé, que j'ai encaissé, comme défaut de prononciation. Grâce à ce précieux témoignage, Isabelle sait maintenant que les 3 hommes sont bien impliqués dans cette affaire. Voilà, merci. Au revoir, une bonne journée. Merci beaucoup. À droite et vous descendez. Merci. Au revoir. Elle va pouvoir les interpeller. Donc moi, en tout cas, je vais les mettre en garde à vue pour faux usage de faux. Parce qu'ils ont eu des faux chèques. Ils en ont fait une utilisation, donc dans l'usage. Et après, l'escroquerie, c'est parce que ça leur a servi à escroquer les commerçants. Voilà, donc l'escroquerie, c'est 5 ans d'emprisonnement, 375 000 €, toujours le maximum. L'interpellation s'annonce compliquée, car elle doit absolument arrêter les 3 membres de la bande en même temps pour éviter que l'un d'eux ne lui échappe. Le lendemain matin, Isabelle a demandé des hommes supplémentaires. Pour réussir son coup de filet, près d'une dizaine de policiers du commissariat sont mobilisés. En plus d'Isabelle, il y a 2 autres équipages de police en renfort. François, vous appelez quand vous êtes en place? Et Nicolas aussi, je pense. Il a entendu, je pense. Vous suivez? On se garde derrière toi? Les 3 jeunes hommes habitent encore tous chez leurs parents, à une vingtaine de kilomètres les uns des autres. Pour réussir leur coup de filet, les 3 équipes doivent intervenir en même temps. Philippe, l'adjoint d'Isabelle, vérifie que les 2 autres voitures sont aussi prêtes à intervenir. Ouais Jacques, salut. S'ils sont pas chez nous et qu'ils sont chez l'un ou l'autre, ça va téléphoner. Si vous n'y êtes pas, ça va pas le faire, tu vois. Donc j'attends que tu me rappelles. Allez. On attend que tous les équipages soient en place devant les domiciles de chacun pour vraiment intervenir en même temps. Parce qu'on suppose quand même qu'il y en ait 1 ou 2 qui ne soient pas à domicile, mais qui soient chez l'un ou chez l'autre, de façon à ce qu'ils ne nous échappent pas. Parce qu'après, par téléphone, ça va très vite. Un petit message et puis hop, c'est terminé. Quelques minutes plus tard, les 3 équipes sont en place, prêtes à intervenir. Les interpellations peuvent commencer. C'est le 29 celui-là. L'entrée, elle est là. Les policiers effectuent un repérage rapide des lieux. Il y a 2 entrées, une à l'arrière et l'autre à l'avant de la maison. L'équipe va se séparer. Isabelle s'occupe de la porte principale. Bonjour, c'est le commissariat. On cherche... Monsieur... Ouais. On va vérifier si ça vous gêne pas. C'est le frère du suspect qui accueille les policiers. Vous êtes tout seul?
D'accord. À qui est le logement en fait? Mes parents. Ils habitent pas ici? Enfin, ils sont au travail. D'accord. Vous avez le numéro de téléphone de votre frère? Non, il n'a pas de téléphone. Votre frère n'a pas de téléphone? Non. Les enquêteurs pensent que l'homme ment. Alors par précaution, ils récupèrent son téléphone pour éviter qu'il ne prévienne son frère de leur présence. Qu'est-ce qu'il y a à l'étage, monsieur? Les policiers vont maintenant perquisitionner la maison. Ils inspectent toutes les pièces, et notamment la chambre du suspect. Isabelle et ses collègues retournent la pièce à la recherche de faux chèques vacances. Ah, ce serait comique de trouver des choses en Monopoly. Mais ils ne trouvent rien, ni preuve, ni l'individu qu'ils recherchent. Alors, ils interrogent son frère. Vous le voyez dans la journée des fois? Des fois il passe, des fois il passe pas. Ça Vers quelle heure il passe? Quand ma mère elle est au boulot l'après-midi, je pense. Dans l'après-midi? Ouais. Vous m'avez dit ses amis, c'est qui? Ouais, et il habite où? Sens normalement. À Sens. Et... Ouais, ok. Pas de soucis. Bon. Les deux personnes avec lesquelles son frère passe son temps, ce sont les deux autres jeunes hommes recherchés dans cette affaire d'escroquerie. Par téléphone, Philippe s'assure auprès d'un collègue que le jeune homme qu'il recherche ici ne se planque pas chez l'un de ses deux amis. Là, il n'y a personne chez nous. Non plus? Ouais, ok. Apparemment, les deux autres jeunes hommes ne sont pas chez eux non plus. Les trois perquisitions n'ont rien donné. Les trois individus peuvent être désormais prévenus à tout moment que la police les recherche. Pour les retrouver, Isabelle a une idée. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va quand même faire les hôtels. Oui, oui. Ouais, parce qu'à mon avis, ils dorment pas chez eux, ils reviennent juste pour... Il n'y a même pas d'habits, de toute façon, dans la chambre. Et cette fois, l'enquêtrice vise les hôtels des alentours, car pour elle, aucune chance que le trio soit hébergé dans un hôtel à Sens. Sur Sens, ils sont un petit peu placardés partout. Les hôtels où ils vont habituellement, qui n'étaient pas trop vigilants par rapport à la qualité des chèques, ils sont alertés. Isabelle et ses collègues commencent par visiter l'hôtel le plus proche. Bonjour, je viens vous embêter 2 minutes. C'est le commissariat de Sens. On recherche deux personnes qui occupent un petit peu les hôtels avec des chèques vacances. On va voir si ça va. Vous en prenez le chèque vacances? Non, un chèque déjeuner, pas chèque vacances. Pas chèque D'accord. vacances. Vous avez raison, voilà, donc on fait le tour des hôtels pour prévenir. Merci, au revoir. Les trois jeunes hommes n'ont donc pas pu loger dans cet hôtel. Oui, bonjour, c'est le commissariat de Sens. Vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît? Merci. Les enquêteurs espèrent les trouver dans cet établissement réputé de la région. Depuis octobre? Non, moi dernièrement j'en ai reçu de clients habitués que du restaurant, que des clients de restaurant. D'accord. Même réponse du côté de tous les hôtels du coin. Les enquêteurs ne croient plus retrouver leurs trois suspects dans le village. Au cas où ils passeraient par là dans les prochains jours, l'enquêtrice donne tout de même aux restaurateurs toutes les informations pour les avertir de leur passage. Si on n'existe pas, il n'y a rien qui existe. Tout est faux. Après avoir écumé pendant 2 heures tous les hôtels des alentours, Isabelle n'a toujours pas mis la main sur la bande. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. L'interpellation des 3 suspects reste sa priorité. Alors pour les retrouver, elle va mettre tous les policiers en alerte. Maintenant, je vais aussi donner photo à tous mes effectifs et puis on va les chercher tout simplement. On va les trouver. De toute façon, ils sont sur Sens ou dans le coin, dans les alentours. On va bien les intercepter à un moment. Pour les arrêter, Isabelle sait qu'elle dispose de sérieux atouts, les patrouilles du commissariat. Ils sont une 60aine d'agents à circuler jour et nuit sur la ville de Sens. Elle descend leur communiquer les photos des 3 membres de la bande. D'accord, écoute. Alors voilà, ce sont ces 3-là. Et puis... Isabelle espère qu'une des patrouilles tombera sur la bande lors d'une ronde ou d'un contrôle routier. C'est pour ça. Voilà, merci bien. Pour augmenter ses chances de retrouver les 3 individus, Isabelle va aussi demander l'aide des hommes du GLAD, le groupe de lutte anti-délinquance. Leur spécialité, patrouiller dans les zones sensibles de la ville. Voici Florian, il travaille au GLAD
et il a désormais une nouvelle mission. Oui, on est sur une affaire, tu sais, de chèques vacances falsifiés. Ouais. Et donc ce sont des gens qui vont dans les hôtels du coin, qui prennent des faux chèques vacances pour payer. On est allé chez eux ce matin, on a fait les perquisitions, il n'y avait personne. Par contre, si jamais tu les croises, je te demande des noms, les photos, vous les ramenez pour les gardes à vue. Voilà. Isabelle montre à cet agent du GLAD les photos de la bande des faux chèques vacances. Et incroyable coup de chance, Florian a déjà eu affaire à 2 des 3 suspects. Voilà. Je l'ai contrôlé samedi. Tu l'as contrôlé où samedi? Samedi. Quel hôtel? Non, en voiture, des passagers avec... C'est mon 3e. Quelle voiture? À bord de quelle voiture? Une 306. En discutant avec son collègue, Isabelle vient de récolter un indice extrêmement précieux. Ah bah c'est nickel, Flo. Merci. Bon bah c'est bien. La marque de la voiture dans laquelle ils ont été contrôlés il y a tout juste 3 jours. Et là, je vais retrouver l'immatriculation du véhicule. Pour cela, Isabelle dispose du fichier SIV, le système d'immatriculation des véhicules. Elle rentre le nom du propriétaire et obtient l'immatriculation de la voiture utilisée par les suspects. J'ai donné l'immat à tous mes collègues qui tournent sur la Circo. J'ai appelé la gendarmerie pour leur indiquer s'ils voient ce véhicule qui nous appelle, à proximité des hôtels éventuellement, pour qu'on puisse intervenir. Nuit et jour, pendant presque une semaine, les policiers patrouillent à la recherche de la bande. Et c'est finalement lors d'un contrôle routier que le trio est arrêté. Aussitôt interpellés, ils sont amenés au commissariat. Isabelle les place en garde à vue. Je suis en train de... Mais c'est pareil. D'accord. Voilà, commencez pas comme ça va pas le faire. Vous êtes en garde à vue. Hein. Vous passerez la nuit ici parce que depuis mardi, je vous attends. D'accord? Mais on se fait toujours choper à un moment. Hein. Donc je vous reçois tout à l'heure. Les 3 membres de la bande vont passer la nuit en cellule. Le lendemain matin, les 3 jeunes hommes vont devoir s'expliquer. Isabelle travaille depuis plus de 2 mois sur cette affaire de paiement avec des faux chèques vacances et elle a accumulé des preuves contre chacun des individus. Alors, elle va jouer carte sur table avec eux. Racontez pas de bobards, on va perdre du temps. D'accord? Tenez, asseyez-vous, je vous en prie. Son objectif? Leur faire avouer qu'ils savaient que les chèques qu'ils utilisaient étaient des faux. On ne va pas forcément être d'accord, de toute façon. Hein? On connaît tous les deux la musique. Mais bon, moi j'ai des billes qui font que malheureusement, je pense pas que vous puissiez me répondre autre chose que ce que je... Voilà. Face à elle, un habitué des gardes à vue. C'est le plus âgé de la bande. Il ne se laisse pas impressionner et prend même les devants. Moi, je savais pas que c'était, je vous le dis là tout de suite honnêtement, je savais pas que c'était le faux. Je me doutais que vous alliez me répondre ça. Non, c'est la vérité. Non, mais on va... D'accord. Isabelle avait prévu le coup. Elle lui présente alors cette photo. Elle l'implique directement dans cette affaire. Ce jour-là, il a utilisé les faux chèques vacances pour régler un hôtel. Oui, c'est moi. Voilà. C'est moi qui ai payé. D'accord. Moi, je savais pas que c'était des faux. Je dis honnêtement, j'ai dit, je donne mon nom, passe-moi le carnet, je paye. Pour moi, c'était pas des faux. Je dis pas peut-être pas volé. J'avais un soupçon de la provenance. Moi, je pense qu'au niveau du vol, le faux, d'accord. Moi, je pense que le vol, vous étiez quand même bien au courant. Justement, là, vous êtes... à ses collègues et qui les a revendus parce qu'il est en galère d'argent. Oui, voilà. Là, je suis d'accord avec vous. Isabelle n'obtiendra aucun aveu. Elle pense avoir plus de chance avec un des autres membres de la bande. Vous ramassez tout ce qui est par terre, vous mettez à la poubelle et vous venez avec moi. Mettez votre pull pour que vous ayez froid, là, je sais pas. C'est bon? Allez, on y va. C'est le plus jeune des 3 hommes. Il a à peine 18 ans. Mais lui aussi va nier les faits. En revanche, il va donner à Isabelle une information précieuse concernant la provenance des chèques. C'est le dernier de la bande qui les lui a offerts. Qu'est-ce qu'il vous a dit concernant ces chèques? Qu'il avait eu des chèques à Paris. Vous avez... Non mais dites pas nanana, je veux savoir ce que c'est les nananas. Qu'est-ce qu'il vous a expliqué, lui? Lui, il m'a rien expliqué. Il m'a dit, tiens, si tu veux des chèques, tu peux aller à l'hôtel, tu peux aller manger, tu peux inviter ta copine. D'accord. Donc, il vous a rien fait payer. Ça vous semble pas bizarre qu'on vous donne... Parce que là, vous en avez 100 €.
on vous en donne encore 4, 5. Allez, même si c'est 2 de plus, il y en a pour 120 €. C'est 140. C'est pas étonnant qu'un copain ou qu'un pote vous file sans compter ce que vous avez utilisé avec lui. Bah non, c'est pas étonnant. D'accord. Moi, je sais pas si j'ai ça et tout, bah moi je peux partager. D'accord. Ok. Et il n'y a aucun moment où vous êtes douté qu'ils étaient faux? Bah non. En plus, ils vous sont donnés. Ça vous choque pas? Bah non. Ça arrive, vous savez. Ah bon? Non, 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 je sais pas, non. Non, ça arrive. Ah bon, ça arrive? Ça vous est déjà arrivé avant? Bah non, moi. Bon, voilà. Parce que moi je cherche pas des trucs comme ça, moi ça m'intéresse pas trop. L'homme aurait donc accepté un généreux cadeau de son ami sans se poser de questions. Pour Isabelle, c'est difficile à croire. Alors pour tirer cette affaire au clair, elle va interroger le principal intéressé. Donc comment vous êtes-vous retrouvé avec ces faux chèques en main? Je vous écoute. Et bah vu que je suis souvent vous parler, je vais souvent faire des tours dans Paris, quoi, puis là j'ai fait marcher au plus. Et c'est là que j'ai vu un monsieur, une dame, qui avait une casquette ALCV. Donc je suis parti voir au stand et puis j'ai demandé au monsieur qu'est-ce que c'était. Il y avait des chèques, il y avait plein, il y avait une dizaine, ils se posaient comme ça. Il les vendait 150 € et dessus il y avait 300 € en tout dessus. Alors moi vu que c'était 150 €, le carnet avait 300 € dessus, je me voyais gagnant, donc du coup j'en ai acheté. Vous les avez donc eu à moitié prix au puce? Ouais, c'est ça. J'en ai acheté 3. Se fournir des chèques vacances sur un marché, c'est impossible. Seuls les comités d'entreprise ont le droit d'en donner à leurs salariés. Dans ces conditions, les chèques vacances ne peuvent être que faux ou volés. Vous ne posez pas de questions quand on vous vend des chèques qui à moitié de leur valeur? Non mais il faut arrêter les conneries là. Vous n'êtes pas la dernière pluie quand même. Les puces, c'est pas un endroit, c'est pas une banque. Hein. C'est quand même un moyen de paiement. Les chéquiers, on les vend pas sur la place publique. Je sais que maintenant je referai jamais l'erreur. C'est un moyen de paiement quoi. Je veux dire, on n'est pas en train de vous vendre des pommes. Si je revois quelque chose comme ça, bah alors là j'appelle la police tout de suite. Ouais, vous me dites ça parce que t'es en garde à vue. Non, je dis ça parce que c'est ce que je vais faire, madame. Là je suis en garde à vue pour un truc que je sais même pas que c'était des faux. Que j'ai payé. Ouais, vous n'avez pas trop réfléchi. Hein. J'ai payé avec mes propres sous, en plus que j'ai travaillé pour les avoir, ces sous. Donc ça me fait bien chier. En gros, c'est moi qui me suis fait escroquer dans l'histoire. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Bon, alors, L'homme serait donc une victime. Difficile à croire pour Isabelle. D'autant plus que le jeune homme lui cache la vérité. Il affirme avoir acheté 3 souches de 15 chèques, soit 45 chèques vacances au total. Mais de son côté, Isabelle a fait ses comptes. Elle a récupéré près de 81 chèques vacances auprès des différents commerçants abusés par la bande. La version du jeune homme ne tient pas. Ils sortent d'où les chèques? Bah c'est ceux que j'ai achetés. Mais non, vous n'en avez que 45. Enfin moi je vous ai dit, j'ai acheté des carnets, je les ai utilisés, je reconnais tout à fait. Non mais voilà, c'est pas compliqué. Même par rapport à ce que vous me dites, les utilisations, les factures, même si j'enlève ce que vous reconnaissez pas, je suis au-dessus des 45 chèques. Voilà. Je suis au-dessus des 45 chèques. Donc il n'y a pas de 36 000 solutions. Et j'ai pas de copie. Donc vous ne les avez pas scannés, vous n'avez pas refait. Bah oui, ce sont à chaque fois des numéros. Donc vous avez eu un autre chéquier, vous voulez taire l'existence d'un autre chéquier, vous en avez eu d'autres, tout simplement. Donc c'est pas compliqué. Moi, tant que ça reste comme ça, vous restez en garde à vue. Vous m'avez posé la question, je dis ça va dépendre de vos déclarations. Pour l'instant, ça aurait pu s'arrêter là, ça change rien. Qu'il y en ait 10, 15, 20, 30, il n'y a aucune importance. Voilà, je vous ai arrêté, j'en ai acheté 6 et le monsieur m'a offert un 7e parce que j'en ai acheté 6. Au total, le jeune homme et ses amis ont écoulé plus d'une centaine de chèques pour une valeur de 2100 €. Une escroquerie de quelques milliers d'euros qui pourrait leur coûter cher. Les 3 prévenus risquent entre 3 et 5 ans de prison et jusqu'à 375 000 € d'amende pour faux, usage de faux et escroquerie. Ils seront jugés dans quelques mois au tribunal de grande instance de Sens. Escroquerie, incendie, vol à main armée, la délinquance à Sens ressemble de plus en plus à celle des grandes villes. Comme partout en France, il y a un autre fléau auquel les forces de l'ordre sont confrontées. Il s'agit des cambriolages. Les policiers doivent faire face à des individus qui opèrent la plupart du temps sans laisser de traces. Le plus souvent, les voleurs profitent de l'absence des propriétaires pour dévaliser leur logement, mais ce n'est pas toujours le cas.
Pour seulement quelques centaines d'euros, ils sont prêts à pénétrer en pleine nuit dans leur domicile et à les agresser violemment. C'est ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours dans cet immeuble situé en plein centre-ville. Philippe, un des enquêteurs du commissariat, est en charge de l'enquête depuis plus d'une semaine et il n'a toujours aucun indice. Ce soir, il revient auditionner une des deux victimes. Franchement, on peut voir un petit peu la configuration des lieux pour voir avec vous. À 2 h du matin, il est tranquillement en train de dormir avec un ami quand on frappe à la porte. La victime ouvre, 2 hommes cagoulés et gantés se jettent sur lui. Donc j'ai ouvert la porte, je me suis pris un coup de batte de baseball. Directement Directement. D'accord. Et après ça m'a moitié assommé, donc et après je me suis pris le revolver sur la tempe en fait. D'accord. Et après il m'a moitié allongé sur le... D'accord, c'est là qu'après que monsieur a réagi, qui était dans le clic-clac, il a réagi et il s'est pris également des coups. Ok, très bien. Pour voler simplement 2 ordinateurs et un portefeuille, les deux agresseurs n'ont pas hésité à aller beaucoup plus loin. Ils ont tiré sur son ami. 10 jours après les faits, il porte encore les traces de cette violente agression. Oui, j'ai été touché à plusieurs reprises à coups de pistolet à billes sur la jambe et le bras. Pour les enquêteurs, cette affaire ne va pas être simple à résoudre. Impossible pour la victime de reconnaître ses agresseurs car ils étaient cagoulés. Pas de traces ADN non plus, car les cambrioleurs étaient gantés. Leur seule piste, l'arme qui a servi à l'agression, un pistolet et ces quelques billes retrouvées sur place. C'est mince, et pourtant c'est tout ce qu'ils ont pour le moment. Voilà, de rien. Au revoir, bonne fin de journée. À vous aussi, je vous raccompagne. Mais dans les enquêtes, parfois, c'est suffisant, surtout quand la chance est du côté des policiers. Nathalie vient d'être appelée par des collègues. Ouais, c'est bien reçu, on arrive. À l'intérieur d'une voiture, ils viennent de trouver plusieurs armes. Alors, mes collègues ont interpellé 2 personnes qui sont en possession d'armes qui sont factices. On va faire une perquisition dans le véhicule pour trouver des éléments qui peuvent nous aider à les confondre si réellement ce sont les auteurs de ces actes. Sécurité sur le capot de la caisse. Dans le véhicule, 2 jeunes. Le premier a à peine 18 ans. Le deuxième est encore mineur. Alors qu'ils rentrent de leur travail, ils sont contrôlés par une patrouille. Les policiers retrouvent à l'intérieur de la voiture 3 armes. Celui-ci sur le siège conducteur, celui-ci dans la boîte à gants, il explique pas en fait. L'arme retrouvée sous le siège conducteur est un pistolet à billes. C'est peut-être l'arme qui a servi lors du cambriolage. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour le dire, car pour en être sûr, il faudrait retrouver les billes. Nathalie et Nicolas perquisitionnent le véhicule à la recherche des munitions. Par contre, ah non, si je passe bien. Un pistolet, mais sans ses billes. Nathalie n'est pas certaine que ce soit suffisant pour placer les 2 jeunes hommes en garde à vue, surtout que l'un d'eux est mineur. Elle préfère donc appeler le vice-procureur. Monsieur, le respect, madame à l'appareil. Je me permets de vous appeler car on est actuellement sur une intervention. Mes collègues ont contrôlé 2 individus à bord d'un véhicule et ils avaient 3 armes factices. Est-ce que vous pensez que on a assez d'éléments pour les placer en garde à vue en sachant qu'ils n'ont aucun motif légitime à les avoir, quoi. Et ils nous disent même pas que c'est pour jouer. Ils nous disent qu'ils sont électriciens, qu'ils installent des systèmes d'alarme. Ouais. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci, on vous fait ça. Merci monsieur, à plus tard. Donc messieurs, à compter de 17h55, vous êtes passés en garde à vue. Nathalie n'a que 24 heures pour trouver de quoi mettre en cause les 2 hommes. C'est la durée initiale d'une garde à vue. Si elle ne trouve rien, elle devra les relâcher. Alors, la policière doit remettre au plus vite la main sur les billes. Elle pense qu'elles sont stockées au domicile du propriétaire des armes. Il habite à quelques kilomètres de là, chez ses parents. 200 de GVRP 200.
sortie GRDP 200, 3 effectifs, plus l'équipage GLAD. On se rend sur la commune de pour perquisition. La famille du jeune homme ne s'attend pas à une visite de la police. C'est la première fois qu'on perquisitionne leur domicile. Bonsoir. Bonsoir madame, c'est la police. On vient faire une perquisition dans la chambre de votre fils. Qu'est-ce qui se passe? On vous expliquera après. Il n'y a rien de grave, mais... Tiens. Voilà. Ok, ça marche. Il vient avec nous? Vous venez avec Il est nous, où, jeune homme? le jeune homme? Tiens, jeune homme. Avec nous. Asseyez-vous. Hop. Voilà. Donc là, on va vérifier est-ce qu'il y a des choses interdites à l'intérieur. Rien? Les 3 policiers vont passer la chambre au peigne fin. À la recherche du moindre indice, ils fouillent les armoires, les sacs et même les endroits difficilement accessibles. Sous le lit, un des enquêteurs tombe sur une malle. À l'intérieur, un brise-glace. C'était factice. Et les brises. Et ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien? Monsieur, ça c'est des trucs qui peuvent venir des bus. Des bus, etc. De toute façon, ça vient soit des bus, soit de la SNCF. D'accord, donc ça vous sert à quoi? Non mais là par contre... Mais moi je m'en sers pas. Écoutez-moi, ça vient soit de la SNCF, soit des bus. En tout état de cause, ça c'est forcément un truc qui vient d'un vol. Oui ou non? Ça vient d'où? D'un train. Vous l'avez piqué dans un train? C'est pas moi. Et en plus il a déjà servi. Regardez. Bah moi je dis, il a pas servi ici. Peut-être pas ici, mais il a servi. Bah peut-être que dans le train il a été servi, je sais pas. Un brise-glace volé qui a déjà servi, c'est suspect. D'autant plus que quelques minutes plus tard, les policiers trouvent un autre élément troublant, une cagoule. On va prendre la cagoule. Le parfait attirail du cambrioleur, mais toujours pas les billes qui ont servi à tirer sur la victime. C'est dans ce sac vert, qui était caché sous le lit, que les policiers vont enfin mettre la main sur ce qu'ils étaient venus chercher. Il y a 2 sortes de billes. Des beaux joujoux maintenant. Des billes, un brise-glace, une cagoule. Les policiers pensent être sur la bonne piste. Ils pensent que c'est lui qui a peut-être tiré sur la victime du cambriolage. Si c'est le cas, le jeune homme risque 10 ans de prison pour vol avec arme. Les parents du suspect ne comprennent rien à ce qui se passe. Pour eux, leur fils est innocent. Tout ce que les policiers ont trouvé dans la chambre et qui paraît suspect à leurs yeux ne serait que l'équipement d'un amateur de tir au pistolet à billes. C'est une question. Mais je comprends pas. C'est un jouet. Ah non, non, non. Alors, madame, non. en pleine nuit, je peux vous dire que vous pas des êtes jouets, braquée madame. avec ça. Je ne pense pas que vous pensez que c'est Ouais. un jouet. Maintenant, peut-être, vous êtes au courant, effectivement. Mais vous vous rendez compte, c'est moi qui achète ça. Pour ces cadeaux. Mais vous avez le droit. Mais on m'a jamais dit que c'était interdit. Le suspect est-il un simple joueur comme le prétend sa mère ou un cambrioleur qui n'a pas hésité à tirer sur sa victime? De retour au commissariat, l'homme est placé en cellule. Il doit être entendu le lendemain matin par les enquêteurs. Philippe prépare l'audition du jeune homme. Sur le bureau, il a disposé tous les objets saisis la veille. Il y a la cagoule, le pistolet et les billes. Si elles sont identiques à celles saisies sur le lieu du cambriolage, les soupçons de Philippe seront confirmés. Son suspect pourrait bien être l'auteur du cambriolage. Mais en un seul coup d'œil, le policier déchante. Diamètre vachement plus petit. Et mes billes ne rentrent pas dans les armes que vous avez ici. Rien à voir du tout. Allez. Viens avec moi. Sans ces preuves, le dossier des policiers ne tient plus la route. Seuls des aveux pourraient renverser la donne, mais Philippe n'y croit plus. L'audition se transforme en simple formalité administrative. Où étiez-vous dimanche déjà? Soit j'étais chez moi, soit s'il y avait un match de foot, j'étais chez mon voisin. Et dans la soirée? Vous avez bougé ou pas? Non. Est-ce que vous êtes sorti dans la nuit? Est-ce que tu es sorti dans la nuit? Qui était présent à ton logement? Ma mère, mon père, mon petit frère. Donc ils pourront tous me confirmer que tu étais bien là-bas. Voilà. Allez. Après à peine une demi-heure d'audition, le jeune homme est libre. Le mineur, arrêté en même temps que lui, sera également relâché après une nuit de garde à vue. Pour Philippe, c'est retour à la case départ.
On est toujours un petit peu déçus parce qu'on pensait que voilà, avec ce qu'on avait comme élément au départ, ça pouvait tout à fait correspondre à mon affaire de dimanche. Malheureusement, tout tombe à l'eau. L'enquête pour retrouver les deux cambrioleurs est toujours en cours. Mais dans ce genre d'affaires, il ne faut pas s'attendre à des miracles. En moyenne, seulement 12% des cas sont élucidés.